du carbone, il faut que la plante ait des échanges gazeux avec l'atmosphère. Pour avoir des échanges gazeux avec l'atmosphère, figurez-vous, il faut que la plante transpire. Parce que c'est par les orifices par lesquels elle transpire que la plante peut intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, relâcher l'oxygène. Et vous avez parfois, même en France, des champs où vous avez l'impression que ça y est, enfin, la surface de la Terre est totalement recouverte de végétation. Enfin, on est arrivé. Il y a du soleil. Vous vous dites, merveilleux, il y a plein de photosynthèse. Ben, peut-être que pas du tout. Parce que si la plante n'est pas assez alimentée en eau, sa défense, c'est précisément de cesser de transpirer. Ça, c'est la différence entre la plante et nous. Nous, plus il fait chaud et sec, plus on est soumis à des vents desséchants, plus il faut qu'on boive, sinon on meurt. La plante, elle a une première défense, c'est que s'il fait chaud et sec et qu'il y a des vents desséchants, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, elle conserve son eau, mais le problème, c'est qu'elle ne peut plus prendre le carbone du gaz carbonique. Excusez-moi, il faut que la plante transpire. Pour que la plante transpire, il faut qu'elle soit bien alimentée en eau. Vous voulez qu'elle soit bien alimentée en eau? Je ne veux plus voir d'eau ruisseler directement vers la rivière et la mer. Tout doit s'infiltrer. L'excédent d'eau qui s'infiltre rejoindra peut-être la rivière et la mer, mais je veux voir tout s'infiltrer. Il faut que le sol soit suffisamment poreux. Alors certains penseront labour, d'autres vers de terre, peut-être même certains prairies, parce qu'en fait on découvre qu'un sol a une structure grumeleuse qui se prête à l'infiltration de l'eau quand vous avez beaucoup de racines qui tentent aux abords de la racine, ça s'humecte quand il pleut, ça se dessèche quand la plante prend l'eau. Enfin bref, une structure grumeleuse qui permet l'infiltration de l'eau, ça se fabrique, ça peut se fabriquer, ça devient savant, j'en conviens. Et vous voulez que l'eau qui s'infiltre reste quand même le plus longtemps possible dans la couche arable, à hauteur des racines, enrichissez votre sol en humus. C'est le complexe argilo-humique qui entretient, qui fixe l'humidité momentanément dans la couche arable. On ne peut pas semer de l'argile dans un sol sableux, mais au moins on peut enrichir n'importe quel sol en humus. Et l'humus, eh ben, l'humus, je suis un peu désolé, mais c'est évidemment du carbone, hein, d'accord, hein, c'est le carbone de la paille, de la céréale qu'on enfouit dans le sol. Mais pour que le carbone soit mangé par les microbes et puisse vraiment devenir de l'humus, il faut quand même qu'il y ait un peu d'azote. Parce que le microbe, il a besoin, pour manger le carbone, de pouvoir s'abreuver un peu en azote. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il fait ça. Et puis quand il manque d'azote, ben ça y est, les microbes ne peuvent plus. Et du coup, on a beau avoir des chômés, les pailles restent là, on a du mal à se décomposer. Donc il faudra peut-être que dans nos rotations, ou dans nos assolements, il y ait une très grande proximité entre les plantes riches en carbone et les plantes, les légumineuses, riches en azote. Hein. Et les plantes riches en azote et légumineuses chez nous, ça peut être des sainfoins, des trèfles, des lotiers, des luzernes, des trèfles blancs, des trèfles rouges, des trèfles incarnats pour l'alimentation de nos ruminants. Ça peut être des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être des haricots, ça peut être pour notre alimentation humaine, ça peut être des lupins, des févroles et des pois fourragers pour l'alimentation des cochons. Hein. En substitution évidemment du soja. Donc même chez nous, on aurait intérêt à remettre des légumineuses en rotation dans nos assolements et peut-être même en association avec des graminées. Et puis dans les prairies, c'est pas idiot, forcément. On verra des photos de mettre du raisin conjointement, de le semer conjointement avec un trèfle blanc ou autre, hein, ou une veste avec de l'avoine. On va voir, ça, il va falloir y arriver, ça va devenir très savant, en tout cas dans les pays du Sud. Alors là, c'est clair que c'est ça qu'il faut faire. Surtout qu'on démarre avec une agriculture manuelle, donc là, il n'y a pas le problème de la motomécanisation. Donc les associations végétales, pas un rayon de tombe à terre, il faut associer plusieurs plantes, dont au moins une légumineuse, dans l'association, ou alors au moins en rotation, et puis quand on enfoue la paille, il faut qu'il y ait un peu d'azote. Remarquez, quand il y a de l'azote, parce que les animaux urinent dans une étable, ouais, je vous proposerais quand même qu'on remette les animaux sur la paille. Je ne dis pas les appauvrir, je dis juste par faire une litière, fabriquer du fumier. Parce que quand même, le fumier, c'est quand même un mélange de carbone et d'azote. Et c'est vrai que je suis un ardent défenseur du fumier, pour des raisons. Alors, je vois, mais vous êtes déjà plus aimable que mes collègues, et moi et mes collègues me disent que j'ai perdu toute objectivité sur la question, je suis tombé dans la naissance. Non, c'est que le fumier, c'est bien un mélange de carbone et d'azote. On peut le composter, hein, après on peut faire ce qu'on veut, mais c'est quand même vrai que si vous voulez fabriquer de l'humus, il faudra quand même réintroduire de la matière organique avec des doses adéquates de carbone et d'azote en circuit court. Le circuit court, ça ne va pas seulement être producteur et consommateur, ça va être le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau en circuit court. Il faut que la plante ait accès à des éléments minéraux. Alors oui, ok, il faut du calcium, le phosphore. On a dit que c'est la crainte est sur le phosphore. Mais écoutez, d'abord, où peut-on trouver du phosphore? Première chose, en sous-sol. Il y a des roches qui s'altèrent. Et chaque fois qu'un granit, chaque fois qu'un schiste, chaque fois qu'un calcaire, un silicate est hydrolysé, il libère des éléments minéraux. Le problème, c'est que c'est en sous-sol,
C'est pas accessible aux racines de blé, de sorgho, de maïs, de quinoa. Donc, je vous propose, on va mettre des arbres, enracinement profond. Ils vont aller chercher ces éléments minéraux, ils vont les mettre dans leur feuille. Et quand la feuille morte va retomber, ça va fertiliser la couche arable avec les éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur. Ça veut dire remettre des haies, ça veut dire remettre des pommiers dans la prairie quand on est en Normandie. Ça peut vouloir réassocier, ça peut s'appeler agroforesterie. Je connais des lieux, on va voir la photo tout à l'heure, où on cultive du blé dur sur des noyers. Je veux dire, dans les associations végétales, il va falloir peut-être y compris remettre des arbres et des arbustes, ne serait-ce que pour aller chercher les éléments minéraux en profondeur. Mais il y a une deuxième source. Ben, figurez-vous que c'est dans la couche arabe. Dans la couche arabe, il y a des éléments minéraux qui étaient dans la roche-mère autrefois, et qui sont considérés comme inassimilables, c'est-à-dire qu'ils, depuis des siècles, ne sont quasiment pas accessibles aux plantes. Alors c'est surtout vrai pour le phosphore, ceux qui vont faire des analyses de phosphore savent qu'il y a le phosphore assimilable et le phosphore non assimilable. Mais figurez-vous qu'il y a des champignons qui peuvent aider la plante. C'est des fins filaments, c'est du moisi, c'est des filaments qui vont se faire intermédiaires entre la racine de la plante et ils vont aller débusquer le phosphore coincé entre les feuilles d'argile. Et je peux vous assurer que la pénurie de phosphore que l'on craint tout à l'heure, va vous la retarder d'un très grand nombre d'années, sinon de siècles. Et donc il y a des méthodes, alors c'est évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ressemble à l'agriculture inspirée d'agroécologie. En France, cette agriculture inspirée d'agroécologie, c'est quand même celle qui a le cahier des charges bio qui ressemble le plus, même si je ne vous cache pas qu'un jour, il va falloir quand même qu'un jour revoir le cahier des charges bio à la hausse, sur un certain nombre de points, si vous voulez, on en discutera. Mais je ne défends pas l'agriculture bio parce que je serais rentré dans une secte. Je défends l'agriculture bio parce qu'elle a au moins un mérite, c'est qu'elle a c'est un organisme certificateur, lui-même certifié, et c'est ça qui va faire que les agriculteurs peuvent être plus rémunérés. Parce que cette agriculture, non seulement elle va faire un usage intensif des rayons du soleil, à l'hectare, non seulement elle va faire un usage intensif du carbone, du gaz carbonique, ressources pléthoriques à l'hectare, non seulement elle va faire un usage intensif de l'azote de l'air grâce aux légumineuses qui vont aller fixer l'azote de l'air, c'est des microbes qui l'aident à faire ça, à l'hectare. Éventuellement, la recherche des éléments minéraux intensivement en sous-sol à l'hectare. Mais ce sera aussi une agriculture intensive en emploi. Parce qu'une agriculture qui rétablit les rotations, qui rétablit des assolements, qui diversifie l'agriculture-élevage, qui fabrique du fumier, le transport, etc., je suis désolé, c'est exigeant de travail. Et la question que tout le monde me pose, mais monsieur Dufumier, comment voulez-vous qu'on retourne à une agriculture plus artisanale s'il y a moins d'agriculteurs? Il faut qu'il y ait plus d'agriculteurs, il faut aider à l'installation des jeunes, il faut absolument enrayer l'exode rural, et il faut absolument que les gens qui trouvent que c'est trop contraignant l'association agriculture-élevage soient bien rémunérés. Sinon, on n'y arrivera pas. Vous voulez qu'elle soit bien rémunérée? Elle peut être rémunérée par les prix des produits. Et moi, ce que je vous propose, il faut multiplier très vite le nombre de gens qui se mettent au bio dans nos régions en France, parce que vous savez que malgré la stagnation du pouvoir d'achat, la consommation bio s'est accrue à un tel point qu'on en importe de plus en plus. Il faut reconquérir nos parts de marché que nous sommes en train de perdre. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est qu'une partie des subventions de la politique agricole commune retourne aux agriculteurs, à ceux qui s'engageraient à faire une alimentation de terroir, de qualité, bio et de proximité, pour au moins déjà la restauration hors domicile, la restauration collective. Je vous propose que dans les écoles primaires, les gamins aient le droit à une bonne nourriture, et le droit à une éducation au goût, sans que les parents d'élèves aient à débourser plus, sans qu'on ait besoin de prendre sur les impôts locaux, sans que le contribuable ait payé plus, parce que c'est déjà des impôts que nous payons pour les subventions de la PAC, on transiterait par les collectivités régionales. Et je vous propose aussi que dans les comités d'entreprise, là, fréquentés par les couches les plus modestes, parce que je suis désolé, dans le grand nombre d'entreprises, les gens qui fréquentent la cantine, j'ai coutume de dire, quand je suis un peu méchant, que chez L'Oréal, c'est pas la patronne qui fréquente le plus la cantine, c'est quand même les ouvriers. Et bien pour qu'ils puissent avoir accès à une nourriture de qualité sans avoir déboursé plus, je vous propose que là, les subventions de la PAC, pour une part croissante, 2014 à 2020, les subventions servent à ça. Alimenter, et qu'en 2020, toute la restauration hors domicile soit alimentée par des produits de qualité, de terroir et bio, moyennant un cahier des charges. Et puis on peut éventuellement, y compris sous la présidence des maires, mettre en face les associations de parents d'élèves avec les agriculteurs, pour que les parents d'élèves comprennent ce que c'est que les contraintes d'agriculteurs, et que les agriculteurs découvrent, quand ils me disent que le client est roi, que le client final, c'est pas complètement Carrefour, Auchan et les autres, mais que justement ces intermédiaires en oligopole leur fixent les prix et formatent le comportement des consommateurs. Il y a un gros effort à faire là-dessus. Je pense qu'il y aurait des subventions de la PAC pour faire ça. Toutes vos collectivités territoriales, les départements, les régions, les municipalités qui se lancent et font ça avec les impôts locaux, je dirais que ça arrive bien plus vite. Et ça nous permettrait très vite d'organiser des petites centrales d'achat. Parce que ce qui nous manque dans la restauration bio en France, c'est que les petites centrales d'achat,
elles ne sont pas encore organisées. Cherchez du lait bio, par exemple. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de références dans votre région, mais cherchez du lait bio. Quand vous avez un éleveur laitier à l'est, un autre au nord, un autre au sud, à l'ouest, le camion laitier qui, évidemment, est obligé de s'emporter que du lait bio, il fait quand même beaucoup de kilomètres pour les agriculteurs dispersés. Le jour où il y aurait beaucoup de changements, de conversion, comme disent certains en bio, ce n'est pas une conversion religieuse, hein, j'espère que vous avez compris, hein, c'est quand même fondé sur des arguments scientifiques et techniques, hein, cette alimentation-là. Et quand ils seraient nombreux, eh bien, écoutez, vous auriez une collecte primaire dont le coût serait nettement moindre, et c'est d'ailleurs pour ça, une des raisons en tout cas, pour lesquelles les grandes et moyennes surfaces ont cherché en Autriche, en Allemagne, en Italie. C'est que là-bas, la collecte primaire est déjà organisée. Et ils peuvent d'emblée acheter en masse. Et c'est vrai que quand ils achètent en masse, même si c'est loin, rapporté à la tonne, le coût de transport est faible. Donc je veux dire, il nous faut organiser, et je pense que ça pourrait être... Et puis le reste, eh bien écoutez, je vous propose que le reste des subventions de la politique agricole commune servent à payer les services environnementaux. Les services environnementaux, c'est effectivement toutes les infrastructures écologiques qui permettra aux abeilles de proliférer et d'éviter l'effondrement. C'est ça qui permettra d'éviter la chute de la fécondation des poiriers et des pommiers. Et effectivement, toutes ces infrastructures écologiques, en échange des services. Mais pour que ce ne soient pas des décisions qui soient prises uniformément à Bruxelles pour tous les terroirs de 27 pays européens, je pense que ces aides de la PAC, qui seraient d'ailleurs aujourd'hui des rémunérations, les agriculteurs n'ont jamais demandé à vivre comme des mendiants d'aide, ils ont toujours demandé à vivre de leur travail, et bien ils seraient rémunérés par le bon produit, au moins pour la restauration collective, ils pourraient être rémunérés pour les services environnementaux, les services environnementaux qui auraient été préalablement négociés, et donc ça doit transiter par les collectivités régionales. Ben écoutez, je vais vous dire, je pense que dans les pays du Sud, avec des techniques, alors je vais quand même vous montrer les dernières photos pour vous donner espoir. Ah, alors là par contre c'est, parce qu'elle beaucoup quand même cette photo, si on pouvait éteindre dans le premier rang. Nous sommes ici au Niger, dans une région où il y a le plus de familles. Nous sommes en climat semi-aride, 500 mm de pluie, une évapotranspiration absolument phénoménale. Et qu'est-ce que vous voyez, si on pouvait voir, je ne sais pas si vous voyez ici le mil. Enfin, ça fait une tache verte. Regardez le rendement ici par rapport à là. C'est visible. Si vous pouvez, je ne sais plus qui avait réussi à fermer la lumière dès la première rang, oui. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ben là, on voit mieux. Regardez. Regardez ici le rendement par rapport à là. Alors, il va être entre 2 et 3 fois supérieur, sans engrais chimiques aucun, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Cet arbre a une racine profonde. Il va aller chercher des éléments minéraux en profondeur, il les fixe dans ses feuilles, et figurez-vous, il développe ses feuilles en saison sèche. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir aussi accès de l'eau, et de continuer la photosynthèse, et de recouvrir le sol en saison sèche. Il fixe du carbone, c'est une légumineuse, il fixe l'azote, il a été chercher les éléments minéraux en profondeur, il perd ses feuilles en début de saison des pluies, c'est un acacia albida, Federvia albida, on dit par là. Et évidemment, ça enrichit le sol en humus, et un sol enrichi en humus, évidemment, retient davantage l'eau, et dans les régions semi-arides, vous l'avez compris, il suffirait de pouvoir ensemencer tout l'espace, comme ça, en acacia albida. On a l'impression d'une culture sur forêt claire. Il ne nous faut pas plus de 12 à 15 ans pour que l'arbre joue pleinement ses fonctions. Vous multipliez par 2,5 en 12-15 ans, c'est quand même beaucoup plus rapide que le doublement en 40 ans que je vous proposais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est plus rapide que l'accroissement démographique, mais évidemment il faut que l'arbre puisse pousser. Il développe d'abord sa partie racinaire avant la partie aérienne, c'est logique, parce qu'il est obligé d'aller chercher les choses. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'un paysan pauvre, quand il voit sa chèvre en train de mourir, lui donne à pâturer l'arbre. Et vous l'avez compris, si on n'autorise pas les paysans là-bas d'épargner et de laisser pousser les arbres, parce que c'est quand même un investissement à rentabilité différée, si on appauvrit la paysannerie des pays du Sud avec l'exportation de nos surproduits, il n'y aura jamais de mille et de veaux sous couvert d'acacia albida. Laissez-leur leur chance, il y a des techniques qui existent, on les connaît, on n'est pas obligé d'acheter des produits phytosanitaires, des pesticides pour faire ça, mais encore faut-il sécher. Bon, ça c'est des façons de culture en Haïti auxquelles vous êtes peut-être pas très accoutumés, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que 15 jours après la première pluie, déjà ça recouvre la quasi-totalité du sol, et la plante qui fait de l'ombre à sa voisine, vous savez, pour que la plante transpire, je vous dis, il faut qu'elle soit suffisamment alimentée en eau. Mais il faut aussi qu'elle soit protégée des vents desséchants. Et chez nous, ça veut dire mettre des haies. Remarquez, mettre des haies chez nous, c'est pas idiot parce que ça héberge les coccinelles. Et quand il y a des coccinelles, il y a moins de pucerons. Et quand il y a moins de pucerons, vous ne mettez plus de pesticides. Et dans la bande enherbée en bas de la haie,
vous aurez des scarabées, et là où vous aurez des scarabées, vous aurez moins de limaces et vous n'aurez pas besoin de pesticides. Et bien ces associations végétales, figurez-vous, jouent un peu le même rôle. Elles jouent un peu le rôle de maintenir un microclimat ras du sol qui allonge la durée de la photosynthèse. Et puis chaque espèce est une barrière végétale pour la prolifération de l'insecte ou de l'agent pathogène propice de l'autre espèce. C'est-à-dire qu'un champignon veut passer d'un maïs à un maïs, il retrouve sur son chemin une légumineuse et un manioc. Et là, ça ne l'accueille pas. Il ne va pas prospérer. Et donc il ne va pas passer sur le deuxième maïs. Ça prolifère beaucoup moins. C'est une agriculture diversifiée. Bon, là, c'est du maïs, c'est une dolique. Le maïs est récolté depuis longtemps. La dolique continue la photosynthèse. Et de plus, c'est, évidemment, grâce à son enracinement profond, c'est une légumineuse. Ça enrichit le sol en azote pour la culture suivante. Et ça fait des graines pour la protéine végétale, pour l'alimentation humaine, un fourrage pour les animaux, un résidu azoté pour la fertilisation de l'année suivante. Ça paraît encore beaucoup plus fluide, j'en conviens. Mais c'est très savant, il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre. On peut accroître les rendements dans une proportion absolument considérable. Ça, évidemment, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire il n'y a pas un seul arbre qui est inutile. Évidemment, l'arbre d'ombrage ici, c'est souvent une légumineuse, c'est ça qui va enrichir le sol en azote. C'est aussi celui qui va chercher les éléments en profondeur, qui va fertiliser, mais après vous avez des bananiers, vous avez des cocotiers, vous avez des arbres à pain, vous avez des arbres fruitiers, il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre, ça fait brise-vent, ça maintient le microclimat, ça allonge la durée de la photosynthèse à 300 habitants km². Le défi pour ceux qui pratiquent l'agriculture d'abatis-brûlis, c'est de passer d'abatis-brûlis où vous ne dépassez jamais 25 habitants km² à une agroforesterie, c'est-à-dire comme ça, sans passer par le stade de savanisation. Voilà le défi majeur des pays du Sud, et la réponse elle est claire, moi je travaille sur des projets comme ça, ben la réponse, elle est oui, c'est possible. Vous enrichissez le recru arboré après abatis-brûlis, après les 2 ans de récolte. Vous enrichissez le recru arboré des espèces les plus utiles, parfois même des espèces de cueillettes que vous êtes amené à domestiquer, et vous arrivez à faire en sorte que, évidemment, plusieurs générations après, à 300 habitants km², on est encore dans un écosystème forestier qui joue totalement les fonctions écosystémiques d'une forêt, absolument pas celle d'une savane, absolument pas la destruction qu'on a vue tout à l'heure, mais par contre, ça permet effectivement de nourrir beaucoup plus de gens sans qu'on ait eu à... Alors évidemment, ce n'est plus la même forêt, j'en conviens, mais c'est ça qui fait que les gens ne sont pas obligés de migrer vers les dernières forêts, comme on a vu tout à l'heure les paysans brésiliens qui défrichent la forêt amazonienne. Bon, ça, les oasis, vous êtes déjà plus au courant, entre le palmier à sucre, le figuier et souvent de la luzerne ras le sol. Ça, c'est juste pour vous dire que quand vous avez du riz, vous avez souvent des canards. On a un peu oublié que la rizière était un écosystème, qu'il n'y avait pas que du riz. Dans la rizière, il y a des poissons. Dans la rizière, il peut y avoir des canards. Les canards peuvent se nourrissent des mauvaises herbes sans attaquer le riz. On est en train de redécouvrir ça en Camargue. On est en train d'introduire les canards en Camargue, parce qu'on est en train de découvrir qu'ils savent piquer les mauvaises herbes et ils laissent le riz en place. Mais en même temps, c'est des prédateurs d'insectes ravageurs du riz. Le problème, c'est que quand vous mettez des pesticides, quand vous mettez des engrais, vous n'avez plus les poissons, vous n'avez plus les canards. Et le résultat, c'est que parfois, il faut élever les poissons. Excusez-moi, là, je suis très mauvais. Je fais marche arrière, ça ne marche plus. Voilà. Vous êtes contraint un peu de mettre des poissons ici, mais parfois, et les canards ici, mais avec du son de riz produit là-bas. Non, il va falloir rétablir. Et là, on peut faire de la pisciculture. Là, c'est quand même les déjections. Les poissons sont nourris avec des déjections de fientes de canard, des déjections de cochons aussi, nourris avec le riz ou le son de riz et autres. Enfin, c'est quand même très intensif et ça peut être durable. Le mieux, c'est d'associer ça encore au sein même de la rizière, bien évidemment. Bon, ça, c'est la Kanaki ou la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas comment vous dites. Bon, derrière, une plante un peu mythique qui est le taro, mais qui est très riche en énergie. Vous avez derrière des jardins agroforestiers, je vais vous dire, là, il n'y a plus de problème pour nourrir les gens à plus que 200 kg d'équivalent céréales, même si c'est beaucoup de l'amidon, de banane ou de taro, hein. Mais en équivalent céréales, c'est vraiment beaucoup plus que les 200 dont on parle. Ça, c'est chez nous la culture de blé dur sous une rangée de noyers, et là, la démonstration est faite, hein. Alors évidemment, ça devient savant, hein, toute cette agriculture dont je vous parle. Le blé dur ici, évidemment, il a prospéré surtout quand le noyer n'avait pas encore développé ses feuilles. Il est déjà pas très loin de l'épisons, il commence à développer ses feuilles. Et quand le blé dur sera récolté, évidemment, toute la surface va être recouverte par les noyers, c'est-à-dire il y a le moins de rayons du soleil qui tombent à terre,
le plus de rayons de soleil qui servent à la photosynthèse en toute saison, soit pour le blé dur, soit pour les noyers. Il y a évidemment des feuilles mortes de noyer qui va fertiliser la couche arabe, parce que les racines de noyer vont aller chercher ça en profondeur. Évidemment, ça héberge les insectes auxiliaires, qui sont les ravageurs des ravageurs, pour protéger le blé dur de ces ravageurs. En tout cas, le coefficient de multiplication entre ça, et puis je cultive le blé dur à un endroit et les noyers à un autre, avec le même nombre d'arbres, la même densité de semences de blé dur, ben, le coefficient de 1,4, vous avez multiplié par 1,4 chez nous, le rendement, évidemment là, sans produits phytosanitaires. Alors, bon, pour vous dire que même dans les rizières autour de ce qui était une mauvaise herbe autrefois, la Zola pinnata, il y a une multiplication des cyanophycées qui fixent l'azote de l'air. Je passe un peu vite. Le labour, ça peut être utile dans certaines régions comme en Haïti pour l'infiltration de l'eau. La fosse au Mali, en l'espace de 25 à 30 ans, les agriculteurs sont passés de l'agriculture d'abatis brûlis à une agriculture dans laquelle désormais, sous parc arboré, alors là le parc arboré c'est des carités et des nérettes, le néret étant une légumineuse, le carité par contre faisant un peu d'ombrage, j'en conviens, mais il y a la rotation, là où autrefois c'était sorgho, mil, arachide, 3 ans de culture, et 7 à 8 ans de recrues forestiers, ce que vous appellerez jachère, longue, et bien maintenant c'est cotonnier, maïs, culture alimentaire qui s'est introduite dans cette région-là, grâce à l'humus du sol, hein. Et ensuite, effectivement, sorgho, mil, arachide. Rotation de 5 ans, coton, maïs, donc 2 cultures nouvelles, et l'ancienne, sorgho, mil, arachide. Et vous savez ce qu'ils font après? Mais de nouveau, coton, pas de jachère. Pourquoi? Parce que le sol est enrichi en humus grâce au couvert arboré, parce que le sol est enrichi en humus grâce à des fausses filières, parce qu'à d'autres endroits, là où on pratiquait la bâtibronie, c'est désormais une forêt pâturée, et les animaux qui vont pâturer la forêt sont parqués la nuit dans un parc, et qui va fournir, alors j'ai plus le parc, je suis désolé, c'est un peu raté, il y a une photo qui me manque, mais sa bouse de la parc va être transférée sur la parcelle en tête de rotation quand on met du cotonnier. Et ça, en l'espace de 25-30 ans. Pourquoi cela a été dit possible? Parce qu'il y avait un monopole sur le coton, la société cotonnière donnait un crédit, elle était sûre de se faire rembourser au moment où les gens vendaient le coton, et les paysans ont su détourner une partie de ce crédit cotonnier pour faire du maïs, pour acheter une charrette, pour commencer à fertiliser les terres. Astucieux les gars. Ils ont, à partir du moment où les gens ont une capacité de financement, et moi ce que je vous proposerais, c'est qu'ils aient des prix rémunérateurs, qu'ils puissent investir par eux-mêmes à partir de leurs propres produits, et à ce moment-là, ben, on découvre qu'écoutez, même dans cette Afrique qu'on dit parfois routinière, ben, pas du tout. Ils ont mis en 35 ans quelque chose que nous on a mis 2 siècles. C'est vrai que la charrette, c'est vrai que la roue existait, on n'avait pas à tout réinventer, je suis bien d'accord. Mais soyez optimistes, techniquement, il est possible dans le Sud que les paysans se nourrissent par eux-mêmes, à la condition d'être équipés. Et pour s'équiper de charrettes, pour s'équiper de traction animale, s'il vous plaît, on les protège, on leur autorise à mettre des droits de douane à l'importation de nos produits, et nous, on renonce à surproduire des produits bas de gamme pour les pays pauvres. On peut même, dans une zone de savane, commencer à récolter ce qui est du foin, même si vous le trouvez un peu pâle, mais c'est quand même du foin, je vous le dis tout de suite, élever en dessous des animaux pour faire du lait, etc. Figurez-vous, la même parfois, alors j'en sais rien, on peut avoir accès à la télévision. Mais, bon, les citernes, les aires de séchage, enfin, je veux dire, on en parle, et même la Chine moderne dont je parlais tout à l'heure. Regardez dans ce, je ne sais pas si c'est visible de chez vous, mais regardez le riz, là, il est à maturation. Vous avez des rangées de riz qui sont en maturation, qui font entre des riz qui sont seulement à l'épiaison. Mais figurez-vous, en Chine, donc évidemment c'est un repiquage manuel, on est d'accord, mais c'est ça qui évite la prolifération d'agents pathogènes, parce que les variétés de riz, qui n'ont pas exactement le même développement en termes de cycle, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiologiques, et bien chacune des variétés fait barrière à la prolifération des agents pathogènes propices de l'autre variété. Ça devient savant. Oui, c'est savant cette agriculture, oui, elle exige du travail parce que c'est artisanal. Oui, dans les pays du Sud, il y a urgence que les gens restent à la terre et ne rejoignent pas les bidonvilles, mais puissent vivre et travailler dignement de leur pays pour nourrir proprement leur peuple par eux-mêmes. Voilà la Noria, juste pour vous dire. Enfin, tout ça, c'est pour qu'un courant d'eau pas forcément très élevé, ça tourne dans l'eau. L'eau, évidemment, elle est piégée dans le bambou, et le bambou tombe sur l'aqueduc, et vous êtes en train d'irriguer une parcelle de riz. Si vous faites 2 saisons de riz par an, sans aucun carburant, aucun, il ne faut pas forcément des courants d'eau très élevés. C'est pas forcément... Voilà, c'était juste pour vous dire que je suis techniquement optimiste, qu'il faut par contre que politiquement on s'y mette, et je vous serais reconnaissant de ne pas me poser la question
Est-ce que je suis politiquement optimiste? Sinon, je serai obligé de vous répondre que j'attends pas de savoir pour commencer à me mobiliser. Merci.